Le terrain précédemment balisé et miné. Mais Maroudi seul contre l'objectif. Ton dispositif Du marshmallow pour les gars de la Shadow. Visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à plier. Si t'es pas préparé, je te en ai. Pour un décollage vers la Yeah. Ils sont de retour, ils sont de retour. Ouais, Les boss basanés bizarres. Yeah, yo. Comment ça va, Doom? bah ça va très bien toi-même. Ah, moi, ça va super bien. Bah, comme toujours, hein, tu sais, la pêche, la patate, on a envie de faire les choses, de tout casser, d'exploser le monde et voilà quoi. Je sais pas si c'est toi qui as ramené le soleil là d'Afrique là, mais je trouve que déjà j'ai rendu ma doudoune donc. Oui, moi aussi, tu vois, je m'habille de manière plus légère et donc je me sens vachement mieux. C'est vrai que l'hiver, moi, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, moi non plus. Ouais. Ah, Franchement, faut croire que c'est pas le truc de tous les basanés. je pense même que c'est la kryptonite des basanés. Dès qu'il y a un peu de neige là, on commence un peu à se cacher là. Yes, non, c'est vrai. Moi, c'était, justement, tiens, c'était une de mes peurs quand je suis venu ici en Europe. D'ailleurs, la peur, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de parler un peu de ce sentiment qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de faire les choses, qui nous empêche de tout casser, qui nous empêche en fait de nous exprimer simplement. Bah ouais. Et je pense que c'est vraiment un vrai frein, un réel frein à l'entrepreneuriat, un réel frein à la manière de faire. Alors, si je vous rappelle, si vous ne le saviez pas encore, que Boss Basané Bizarre, c'est une émission qui essaye donc de faire en sorte que vous soyez le maître de votre destinée, le maître de votre vie, que vous ayez des envies entrepreneuriales ou pas. Simplement, voilà, on est là pour essayer de vous donner en fait la niaque, la pêche, l'envie de faire, l'envie de se lever de son canapé et de tout casser quoi, tranquillement. Ah ouais. Donc, la peur. Est-ce que tu as déjà eu peur, Adoum? Ouais, j'ai eu plus d'une fois peur, mais vraiment, tu sais, en fait, là, je me rappelle, alors une fois, j'étais parti en Italie, et à la frontière autrichienne, en fait. Je n'ai rien contre les Autrichiens, attention, parce que là, tout de suite, on va... Mais j'étais à la frontière autrichienne, et en fait, j'ai fait avec mes cousins une cabane. Bon, j'avais moins de 15 ans, donc... Non mais attends, tu sais quoi, on peut faire des cabanes à tout âge. Hein. Si tu as 32 ans, tu fais une cabane. Écoute, chacun sa Madeleine de Proust. Hein. Si toi, c'est ton truc. Moi, j'ai des photos qui attestent que j'avais moins de 15 ans. Ok. Et donc, après, on est parti déjeuner. Donc, c'était à la lisière de la forêt et tout. Vraiment, tu sais, comme dans les films, quoi, tu vois. Pas la petite maison dans la prairie, mais presque, tu vois. Et là, on revient de déjeuner. Et je vois des petits, là, qui sont en train de démonter notre cabane. Donc, forcément, je les course. Mais rétrospectivement, je pense qu'ils ont eu peur de voir un noir, peut-être qu'ils n'avaient jamais vu, sortir de la forêt et leur courir avec une voix cassée en faisant waouh. Et je les ai coursés pendant 5 km jusqu'à leur village. Et après, je suis remonté fièrement et tout, en train de reconstruire la cabane. Et ben, j'ai eu peur quand j'ai vu une petite Renault 5 bien tassée, tu vois, les amortisseurs étaient tassés, et que les paternels sont sortis de la voiture. Et ben là, je peux t'assurer que je suis resté stoïque, mais il y avait une petite larme qui perlait, et là, je me suis vraiment chié dessus. J'ai pensé que j'allais finir dans les faits divers, donc... Ah oui, non, mais ça, c'est dangereux pour les basanés, hein. Oui, ça c'est dangereux pour les basanés. Ouais. Dans l'autre sens, c'est un peu plus facile. Non, c'est vrai que la peur, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de faire pas mal de choses. Hein. Mais en grandissant, je me suis dit que cette peur, elle est sans doute instillée dès le jeune âge. Parce qu'effectivement, quand tu es à l'école, quand tu dois faire un exposé, quand tu dois faire quelque chose, cette peur t'habite tout de suite. Et souvent, elle t'habite parce que tu as peur de tes capacités, tu as peur des autres, tu as peur d'apparaître ridicule. Et en fait, elle se manifeste de plusieurs manières. Et, Mais justement, toi, tu parlerais de peur ou de trac parce que, je sais pas, par exemple, toi, quand tu as pris le mic la première fois, est-ce que la peur pour toi et le trac, c'est pareil? Moi, le track, je ne connais pas. Non, non, sérieux, non. J'étais tétanisé. On était au Sénégal et je faisais la première partie de l'Arceau et je me suis retrouvé sur scène. J'osais même pas regarder le public. En fait, j'ai rappé toute la chanson de travers. Et je regardais en fait mon compagnon qui était sur ma droite et je n'osais pas regarder le public dans les yeux, je pouvais pas parce que je savais que si je me tournais et que je les regardais, j'allais perdre tous mes moyens. Et justement,
Au bout de la deuxième chanson, ça allait mieux. La troisième, encore mieux. Et le deuxième concert, là, je me suis mis à regarder le public. Bon, après, j'ai pu entrer en interaction avec le public qu'au bout de la, je sais pas moi, 10e fois. Mais quelque part, effectivement, cette peur a quand même été salvatrice. Enfin, parce que ça m'a permis justement d'essayer de faire des meilleures chansons, parce que je me suis dit de toute façon, si je veux attraper le public, si je veux qu'il soit avec moi, je veux que ça le fasse, simplement il faut que je fasse un peu des meilleures chansons, quoi. Donc j'ai eu peur, et chaque fois que je montais sur scène j'avais peur. Effectivement maintenant, je suis un vieux de la vieille, hein, donc forcément la peur je la maîtrise, je sais ce que c'est, mais quand en fait tu n'as peur que quand tu maîtrises pas ton sujet. Quand tu sais pas que tu es suffisamment, quand tu sais en ton fort intérieur que t'es pas suffisamment préparé, que t'as pas le truc pour renverser toutes les montagnes. Tu vois, et c'est ça qui fait peur. Et justement les entrepreneurs, ils viennent, ils se disent, tu sais, là je vais débuter, j'ai juste l'idée, je sais pas où je vais, je sais pas si ça va le faire, je sais pas si on va m'accueillir comme il faut, je sais pas, et tu vois, et c'est l'adjonction de toutes ces peurs qui fait que là t'as le thermomètre à zéro, tu flippes, tu balises, tu te dis putain, on va me charcuter si je passe dans la pièce d'à côté, etc. Et même dans les examens, c'est exactement la même chose. Mais à un moment, je pense qu'il faut simplement se lever, se dire non, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Si je maîtrise mon sujet, même si je ne le maîtrise pas, je vais apprendre. Et surtout, je pense que quand on est dans cette volonté, cette envie d'apprendre et de faire les choses, il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. Mais en fait, la peur, tout simplement, c'est quelque chose, comme tu disais, qui se maîtrise. Et moi, je te dirais que c'est un bon moteur dans ma vie. C'est ce qui fait même que je suis entrepreneur. C'est que j'aime bien ce côté un peu adrénaline, avec ce moment de doute où justement, encore une fois, c'est le côté un peu compète, où tu te dis, bon bah tiens, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va le faire? Et je pense effectivement que si tu arrives à te dire que tu as pas mal de personnes qui sont dans la même situation, et que tout simplement, il faut que tu arrives à trouver des ressources intérieures pour dépasser, je pense que n'importe qui peut surmonter sa peur. Je pense que ceux qui n'arrivent pas, c'est peut-être ceux qui s'imaginent qu'ils sont les seuls à avoir ce genre d'émotion. Et tout simplement, la peur, il n'y a rien de plus kiffant que lorsque tu as réussi à la dompter, lorsque tu as réussi à faire quelque chose que tu ne pensais pas pouvoir faire. Et je pense que la plupart des gens qui arrivent à faire des choses extraordinaires, c'est des gens qui ont su dompter leur peur, en fait. De toute façon, tu vois, moi, par exemple, le ski, c'est pas mon truc. Ouais. Tu vois des champions de ski qui viennent et qui sautent de rampes de, je sais pas moi, 22, je ne sais combien de mètres. Ouais. Et tu te dis, mais waouh, mais ils sont complètement starbés. Ah, Tu vois, et de la même manière, il y a des mecs qui viennent et qui grimpent des montagnes. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous allez foutre là-haut, putain de merde? Tu vois, c'est pour la recherche d'adrénaline peut-être, c'est peut-être la peur, essayer de maîtriser cette peur et de faire en sorte que voilà, j'ai dépassé ma peur. Donc il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Mon Everest, c'est ça, non? Mon Everest. Vaincre l'Everest, ou c'est l'histoire d'un basané là qui va essayer de monter. Tu parles de l'ascension. Ah voilà, l'ascension, voilà. Exactement, c'est ça. Oh non, toi aussi, vaincre l'Everest. Ah mais attends, je me dis, mais le gars il est sérieux. Ça parle de... Bon, déjà, je reprécise. Déjà, si je devais faire le service militaire, c'est marrant parce qu'en fait, ce qui m'a toujours attiré dans l'armée, j'aurais voulu être chasseur alpin. En fait, au moment où j'en parlais, je réfléchissais pas. Bon, j'avoue que c'était à l'époque des G.I. Joe. Je trouvais que c'était ceux qui avaient les meilleurs... La meilleure tenue, c'est ça. La meilleure tenue. Ouais. Et je crois que c'est par rapport à ça. Okay. Mais j'ai oublié, j'ai pas pris en considération une chose, c'est que la neige, c'est vraiment la kryptonite des basanés, très très basanés. C'est sûr. Franchement, je connais peu de basanés qui aiment le froid intense et tout. Mais pour en revenir à la peur, moi je te dirais qu'en fait, être entrepreneur, c'est déjà être en recherche de cette adrénaline. Tu parles des skieurs, tu parles des surfeurs, des aventuriers. C'est des gens en fait qui, je pense, qui se disent, voilà, quitte à vivre, autant vivre pleinement. Et comment tu peux vivre pleinement?
certainement pas en marchant dans le sentier balisé, quoi, tu vois. T'as envie d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe au fond des bois, même s'il y a du danger, et savoir si tu vas t'en sortir. Et je pense que c'est aussi une question de tempérament, tu vois. Mais moi, dans ma peur et dans ce que je fais, c'est de me dire que je ne veux pas avoir de regrets, quoi, tu vois. Et je pense que souvent, en France, on nous pousse justement à avoir une réaction un peu mesurée, même très très mesurée. Mais dans notre pays, on pousse beaucoup plus à prendre d'initiatives. Donc je pense aussi que c'est question de tempérament et question aussi de peut-être d'éducation. Oui, mais hors le tempérament, moi je pense que, tu sais, la société, regarde par exemple, il y a plein de salariés. Le salariat, en fait, c'est le modèle, d'accord ? Ouais. Quand tu sors de l'école, on te dit oui, la sécurité, c'est que tu travailles dans telle administration, la sécurité, c'est que tu fasses tel truc, tu vois ? Donc, en fait, le salariat, c'est la base. On te dit, sois salarié, te casse pas la tête, tu as ton salaire à la fin du mois, tu fais juste, tu développes 2-3 aptitudes et ça va aller. Toute ta vie, on va t'assister et on va te mettre bien. Nous, l'État. Pour moi, c'est une totale connerie. C'est une totale connerie. Parce que quelque part, tu vois, on te met dans un confort, mais un confort qui est complètement illusoire parce qu'on te dit, ok, tu pourras acheter ta télé à la fin du mois, tu pourras payer ton loyer à la fin du mois, tu pourras faire toutes ces choses qui rendent ta vie tellement normale, tellement banale, tellement insipide, plutôt que de, écoute, tu as une idée, tente l'aventure, lève-toi, essaie de faire un truc, va au bout de tes envies et puis deviens quelqu'un, quoi, tu vois. Le problème, c'est que effectivement, quand tu tentes quelque chose, t'as peur de tenter, t'as peur d'échouer, t'as peur de te planter. Mais en fait, c'est ça qui est formateur. Là, en fait, j'avais récupéré une petite image qui était assez sympa et qui expliquait certaines choses. En fait, quand t'es salarié, c'est que tu restes dans ta zone de confort, en fait, tu vois. Ouais, tout à fait. Et t'es dans une stratégie d'évitement du risque. Alors, effectivement, dans l'évitement du risque, à très court terme, on te met que ça met une diminution de l'anxiété par l'évitement. Tu vois, en gros, tu vois un gros loup. Là, tu sais, il a l'air mauvais, hein, il va être déchiqueté et tout. Tu te dis, bon, je vais pas aller le voir. Tu vois, tu dis, c'est confort. Ça, c'est un peu normal quand même. Hein. Voilà, ouais. Parce que même si je suis brave, je n'ai pas peur, j'irai pas voir le loup. Alors, imagine-toi que tu es sur un endroit où il y a l'eau qui est en train de monter, tu vois un loup. Et en fait, tu vas te noyer si tu bouges pas, et voilà. Je vais devenir Johnny Weissmuller. Hein. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Johnny Weissmuller, c'est celui qui jouait Tarzan. D'accord, voilà. C'est effectivement. Après, à court et moyen terme, tu as des regrets, des insatisfactions. C'est-à-dire que, effectivement, à un moment donné, tu vas te poser des questions. Mais à long terme, tu as l'augmentation de l'anxiété et l'évitement de l'insatisfaction. Pour reprendre cet exemple justement du salariat, aujourd'hui, on voit tous ce qui se passe avec des grèves à droite à gauche, avec des problèmes, avec des risques pour des personnes qui étaient justement dans des postures sécures. Sauf qu'à un moment donné, le problème quand tu es salarié, c'est que c'est pas toi qui fais l'avenir, quoi, tu vois. Et à un moment donné, tout simplement, ton employeur ou la société peut faire que la situation de confort dans laquelle tu étais, elle peut devenir incertaine. Maintenant, dans la partie de ceux, justement, qui domptent leur peur, donc qui sortent de leur zone de confort, tout simplement, ils sont dans une stratégie d'exposition au risque. C'est grosso modo, c'est vas-y, envoie-moi du risque. Quoi, c'est tout? Envoie-moi du risque, il n'y a pas de souci. À très court terme, c'est beaucoup plus par rapport aux proches, mais il y a un stress et un effort pour oser se lancer et dépasser ses peurs. Donc en général, le stress, tu vois dans les yeux de tes parents, tes proches et tout, si putain il va mourir, il va avoir des gros problèmes et tout. Et après, à court et moyen terme, tu as une satisfaction, une perception positive de toi. En gros, tu commences à maîtriser et tu commences vraiment à kiffer le truc, quoi, tu vois. Et à long terme, tout simplement, tu as une diminution de l'anxiété par l'habitude que tu prends et augmentation des compétences par l'apprentissage. Donc, par l'apprentissage, je vous invite à revoir des podcasts précédents où on vous parlait justement d'acquérir des compétences et tout ça, quoi.
Non, c'est vrai que c'est très important. Pour moi, c'est vraiment primordial. De manière générale, la société nous met dans un confort moral illusoire. On nous fait croire que, écoute, non, tout va bien, bouge pas, t'inquiète pas, ça va aller. On te caresse, on te met une tape dans le dos et on fait pire. Une tape dans le dos, c'est encore gentil hein, par rapport à ce que je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on te fait croire que tout va bien, il n'y a pas de problème, reste dans ton coin, fais ton petit travail, gagne juste ton petit salaire un peu plus pour être bien. Et bon, si tu peux charcler 2-3 collègues pour monter un peu en gamme, c'est cool, mais voilà, c'est juste ça. Ah, justement, si parce tu que peux les charcler et les mettre dans le sous-bois, tu vois, il faut cacher le corps quand tu bien charcles. sûr, mais Parce que sinon... c'est toujours mieux. Petit conseil au Bazani. toujours cacher l'objet du délit. Non, sérieux. Non, mais en fait, tu sais, les gens, ils ont peur d'être différents. Tu vois? Et ils ont peur du regard des autres. Donc, c'est la famille qui fait pression, forcément. Tu sais, c'est marrant parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, donc je faisais des études de droit, mon papa voulait que je sois avocat, etc. Et quand je suis venu lui dire papa, au fait, tu sais, je vais peut-être aller avec un pote faire sa première partie, rapper, il m'a dit what the fuck. Non, mais tu sais, Juste précision, les papas basanés qui sont originaires d'un certain pays comme le Cameroun... Ils n'aiment pas les saltimbanques. Ah, les saltimbanques, là, c'est mal vu. C'est un peu la merde. Donc, franchement, dans ses yeux, j'ai lu tout le désarroi parce qu'il s'est dit, mais est-ce que c'est mon fils que j'ai élevé comme ça ? Est-ce que je lui mets un aller-retour pour le remettre dans le droit chemin ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Et moi, j'étais en stand-by. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai négocié. Bon, j'y suis arrivé. Mais c'était là aussi une prise de risque. À un moment, tu te dis, écoute, franchement, ça, je le sens. J'ai peut-être tort, je vais peut-être me planter, mais franchement, si je me plante, avec raison, tu voudras me dire, je me suis planté. Mais je serai encore plus fort pour la prochaine fois. Parce que si ça, j'ai les couilles, hein, simplement. J'allais dire les tripes, mais bon, les couilles, couilles pour faire les choses. Mais écoute, je me lève et je les fais, quoi. Puisqu'on parle de couilles, il y a bien l'expression mettre ses couilles sur la table. Voilà. Ah, tiens, attends. Exactement. C'est une expression, c'est pas nous. Hein, mettre le petit bijou sur la table de chevet. Voilà. C'est exactement ça. Et franchement, je pense que c'est important. Et d'aller contre la norme, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Tu sais, parfois, on a des jeunes en cours, on leur apprend quelque chose et ils gobent. Et ils n'ont pas cet esprit de révolte de questionner. Moi, en philosophie, par exemple, on me disait tout le temps, questionne la vie. On te donne une affirmation, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai au fond ? Pourquoi est-ce que je dois penser que c'est vrai ? Non. Mais alors si je prenais le point de vue du diable ou bien la vie complètement inverse, je pourrais me dire oui, mais non. Pourquoi ? Est-ce qu'on n'est pas en train de me bananer et de me raconter des conneries ? Ah oui, c'est comme... Et je me suis rendu compte à un moment que les gens croyaient que tous les basanés étaient venus en pirogue en France. Ah ouais, carrément. Oui. Parce que justement, ils disaient, ils sont venus en pirogue, ils ont laissé leur cerveau de l'autre côté là-bas. Tu vois ? Et je leur disais, mais moi je suis pas venu en pirogue. Tu sais que c'est à cause de quoi ? C'est à cause du film Un Indien dans la ville, ça. Ah, ça je sais pas. Je pensais vraiment qu'on se grimait, tu vois, style, qu'on mettait le maquillage. Tu sais, la force justement de l'image, ça donne quelques prêt-à-penser aussi, tu vois. Non, c'est vrai. Alors, je pense qu'au-delà justement de cette peur, il faut, louer, vénérer l'appel du vide. Et c'est ce que j'appelle vraiment l'appel du vide. C'est-à-dire que on est à la croisée des chemins. Tu sais, souvent, on me loue l'Occident de manière générale. Et honnêtement, l'Occident a fait beaucoup de grandes choses, a fait progresser le monde dans bien des domaines. Mais de manière inverse, il l'a fait aussi régresser dans bien des domaines. Donc, je suis toujours moi dans la posture de me poser la question de me dire, mais est-ce qu'on va vraiment dans le bon sens ?
simplement ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça, c'est pour moi? Ça, c'est pour toi peut-être. Ça, c'est ce que toi tu vois, c'est là où tu veux aller. Mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Et je pense que c'est vraiment important de quitter cette peur qui nous hante, qui nous lie, qui nous emprisonne. Et il faut se lever, simplement se lever, faire les choses, aller. Attends, excuse-moi, mais là je suis obligé de me désolidariser parce que t'as dit ce que fait l'Occident, c'est pas bon. Oh, tu viens du Cameroun. Non. Tu viens du Cameroun, je viens du Tchad, ils vont dire Boko Haram, parce que Boko Haram égale tout ce qui est Occident, c'est Mais pas bon. pas du tout, mais pas Donc, du tout. on précise que tous les Camerounais et les Tchadiens ne sont pas, voilà. Ah mais non, mais loin de là. Non, nous sommes des personnes très raisonnables. Ah, toi t'as pris le rap, on a pris l'école, l'université, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous sommes des gens très raisonnables. Mais simplement, quand tu regardes en face, ou parmi toi, ou bien dans l'univers dans lequel tu baignes, tu peux simplement te dire, est-ce qu'on me dit vraiment tout? Est-ce que tout ce qui se fait, c'est pour moi? Ou est-ce que c'est contre moi, ou ça va dans mon sens? Et simplement, quand je dis dans le sens, c'est simplement le sens de l'émancipation personnelle, D'accord. de l'accomplissement personnel, le fait de faire des choses qui soient tellement brillantes, tellement belles, tellement bonnes pour tout le monde que nous puissions nous en prévaloir et dire oui, c'est un Bassani qui a fait ça, avec fierté. Et je ne pourrais pas le faire si j'ai peur, moi, d'agir, j'ai peur d'entreprendre, j'ai peur de me mettre à nu et simplement me dire ok, oui, je suis humain, je suis simple, j'ai peur, mais j'ai envie de créer quelque chose, d'apporter du meilleur dans ce monde, d'être beaucoup plus positif et d'amener cette brillance. Moi je pense que nous sommes tous des poussières d'étoiles quelque part, et que nous sommes ici pour une mission. Je ne suis pas né pour être un salarié qui va trouver sa retraite à 60 ans, être aigri, vivre 10 ans de sa vie un peu comme un malheureux et mourir. Mais t'as fait quoi de ta vie? Non mais c'est vrai, t'as fait quoi de ta vie? T'as regardé les téléréalités et puis tu es au café du commerce et tu racontes des histoires sur les seins de Loana, mais on s'en bat les couilles. Ah, tu vas te faire des amis. Mais non, mais c'est vrai, à un moment, non, et ça m'énerve profondément parce que tu sais, les gens ils sont endormis, ils se réveillent pas, ils font rien. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça c'était un modèle d'une autre génération. Ah, Loana, ça c'est un coup bas, ça c'est pas bien. C'est parce que j'ai parlé de Loana. Je parlais de Nabila. C'est mieux. Oui. Ah, mais tu sais que c'est quand on parle de Loana où on rappelle l'âge qu'on a, parce que Loana, il y en a plein qui connaissent pas en fait. Hein. Oui, connaissent plus Nabila et tout, tu vois. C'était une biatch dans la piscine. Oh là là, c'est pas gentil, ça, c'est un coup bas. Écoute, mais c'est ce qu'elle a fait, non? C'est un coup bas, ça. Non, mais c'est ce qu'elle a fait. Là, je suis complètement objectif. Fais gaffe, tu vas avoir un clash avec... non, mais moi, quand je disais que c'est une autre génération, je parlais par rapport au boulot. C'est vrai qu'en fait, la situation de confort de salariat, c'est vrai qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une génération qui a eu une situation quand même qui était assez avantageuse et très très privilégiée par rapport à notre génération, et notamment celle qui suit, quoi. Et c'est vrai que dans le but justement du podcast, comme tu le dis, c'est vraiment de pousser les gens à un moment donné de se dire que on est obligé à un moment donné de prendre une part de risque, parce qu'effectivement, être dans une posture que de salariat et attendre que ça se passe, je pense que c'est devenu hyper dangereux, parce que en fait, comme tu vois avec ce qui se passe en ce moment, en fait à un moment donné, des gens peuvent décider de ton sort, même si tu voulais juste vivre ta vie tranquillement et t'épanouir tranquillement. Après, c'est vrai que dans le fait de prendre un risque, il y a forcément une crainte qui peut émerger, et c'est vrai que souvent c'est les gens autour, mais il y a beaucoup plus de risques, je pense, aujourd'hui, à pas de prendre de décision, quoi, tu vois. Mais moi, je vois pas mal de personnes qui sont d'excellents modèles et qui, du coup, moi, me motive à prendre des risques, parce que effectivement, quand tu regardes un peu leur parcours, tu vois qu'il a été chaotique, mais dans tous, ils ont une expérience de malade et ils se sont éclatés, quoi. C'est-à-dire que le jour où ils auront, je sais pas quel âge, allez, on va dire 120 ans, hein, peut-être qu'on va dire jusqu'à 120 ans, ils se diront, j'ai fait ça, tout ça. Et moi, ce qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment peur, c'est de me retrouver sur mon lit de mort, là, et de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Oui, regretter. Ah là, mais ça va être flippant. Ah ça, c'est ma plus grande peur. Alors là, c'est...
Mais oui, et mieux vaut te dire à ce moment-là, putain, j'ai fait ça, je me suis planté 15 fois, mais je m'en bats les couilles. C'est ça. Au moins, j'ai fait. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Et je me dirais, moi, c'est peut-être la 16e qui aurait été la bonne, mais j'ai pas eu le temps de la tenter. Là, je suis en train de mourir. Ah, C'est mais tout. tu vas même faire marrer tes petits-enfants et tout. Ils vont, Exactement. Tu vas raconter des Bah oui. anecdotes à table et tout. Ils vont se Bien marrer. sûr, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pour ça que je pense que l'appel du vide, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et tu sais, les gens, en fait, ont peur de l'inconfort. Ils ont peur de pas être bien. Ils ont peur de... Mais c'est ça qui fait le sel de la vie. C'est quand tu es pas bien que, par exemple, c'est quand il est pas bien qu'un auteur crée parfois ses plus beaux textes. C'est mon cas. Là, tiens, on a un petit secret, là. là, je suis extrêmement bien. C'est pour ça que là, tu te livres, là, je ne peux pas écrire. Non, sérieux. Non, mais en fait, l'inconfort, c'est quand tu es dans une situation où tu ne gagnes pas assez d'argent, t'es pas assez bien, tu trouves que les meufs te snobent parce que t'as pas une belle voiture. Tout cet inconfort-là, mis bout à bout, c'est peut-être ce qui va te pousser à créer et à faire les choses, tu vois. Alors, en fait, Albert, ce que tu nous avoues là, c'est que quand t'as fait bye-bye, c'est que une femme t'a mis mal. J'étais en galère. J'étais en super galère. Et tu as fait un morceau. Et en fait, bah c'est oui. sorti tout seul. Ouais, mais en fait, tu sais, comme moi je suis... Mais c'est vrai que tu as parlé à beaucoup de gens parce que on s'est reconnus dans pas mal. Tu sais, mais comme je suis un peu gentleman, j'ai donné la part belle à la femme. Ah ouais. J'aurais dû donner la part belle à l'homme parce que c'était mon cas. Mais bon, tu sais, bon, j'ai un peu transformé la réalité, mais ma sacma, comme on dit. Hein. Ah ouais. Mais tu sais, ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que la nouvelle génération, tu vois, je vois la génération de mes enfants, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup moins peur que nous, hein, tu vois, les quarantenaires. Je pense qu'ils ont beaucoup moins peur. C'est comme s'ils ont grandi avec ça. Non, Ouais, mais je modulerais quand même le truc. Ils ont beaucoup moins peur, mais ils sont beaucoup moins entreprenants. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, non, mais nous on était revendicatifs quelque part. On nous a rien donné. Tu vois ce que je veux dire? Quand on venait se battre, à la télé, là, tu vois des Renois, tu vois des Basanés, tu vois tout ce que tu veux. Mais nous, il y avait qui? Mais tu te rappelles le film Slave? Comment il s'appelle celui qui est Omar dans The Wire là? Il y a, qui... Oui, je vois très bien l'acteur, j'ai oublié son nom. Bah lui à un moment donné, il fait le nerveux. Il est mort en 3 minutes 40. Il est mort. C'est que nous, on était de cette génération-là. Ça veut dire que on a été très nerveux, très revendicatif. Mais je suis désolé, il y a eu toute une génération qui a été muselée, qui a été assagie, qui a été d'une certaine manière dressée. Et je trouve qu'en termes de créativité, tout ça, je sais pas si c'est la génération, mais quand tu vois les blogueurs, quand tu vois des générations qui... moi, j'ai le fils d'un pote, il fait du montage sur Final Cut. Il a appris tout seul, avec les tutos. Tu vois, quand même, il y a quand même pas mal qui créent, quoi, tu vois. Non, ils créent, d'accord, très bien, mais en fait, ils n'ont pas, comment dire, ils sont dans une situation de confort. C'est ça que je leur reproche. Il faut être dans l'inconfort. Il faut être dans l'angoisse du lendemain. Il faut être dans l'envie de faire et de tout casser. Et c'est ça en fait qui est important. Tu sais, souvent on nous dit oui, mais tu sais, il faut garder la sécurité. Tu sais, parfois on s'emporte, on fait des trucs un peu bêtes. Non, il faut garder la sécurité. Mais c'est un leurre. La sécurité n'existe pas. C'est des conneries. Tu peux te licencier à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Tout peut t'arriver. Tu vois, j'étais au Cameroun là. Il y a un moustique qui passe, il me pique, planque, j'ai le palu, boum boum, je calme. Il se passe quoi? Oui, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de sécurité. Si tu vis pas ta vie maintenant, si tu n'as pas l'envie de te sublimer et de faire des choses, tu vas mourir comme un con. Simplement. Mais du coup, comme tu parles du Cameroun, moi j'incite les Afropéens à aller un peu plus se mettre en inconfort et voir ce qui se passe du côté des racines. C'est quoi les Afropéens? Les Afropéens, c'est Africains d'Europe. Afro-péens. Ok, d'accord. Voilà. Mais voilà, parce que... Mais ça pourrait aussi concerner les Asiatiques, les Indiens... Oui. Alors, ok, allez. Alors, les Asiapéens... les Sudampéens, les Groenlandpéens. Non, mais grosso modo, c'est pas mal d'aller aux sources parce que du coup, ça te rappelle juste, ça te permet juste de voir ce que certaines personnes vivent et qui, elles maîtrisent cette peur-là. Et surtout, ça te permet un peu de te stimuler et puis prendre des initiatives et peut-être un peu de risque. Et tu m'as donné en fait une idée là, parce que tu m'as convaincu sur le fait que la nouvelle génération, c'est pas
pas vivre dans l'inconfort. Donc la première décision que je vais prendre, je vais enlever le pot de Nutella de ma maison. Comme ça, mes enfants, je vais les mettre en inconfort. Bravo, c'est très bien. Et en plus, tu sais, pour la santé, ce sera mieux pour eux. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, Ferrero n'est pas notre sponsor, on s'en bat les couilles, on peut le dire. Nutella, c'est pas super bon pour la santé. Bon, bref, ça vous le savez. Ok, donc alors c'était Boss Basané Bizarre. N'hésitez pas, hein, vous pouvez nous écrire à contact@bossbazabiz.com, BOSSBASABIZ.com. La page Facebook c'est Boss Bazabiz, Instagram c'est Boss Bazabiz, Twitter c'est @BossBazabiz. C'est ça. Bon, on est là pour vous. On essaie donc de mettre les choses un peu en forme, d'essayer de comment dire, d'enlever un peu la brume de vos esprits là et de faire en sorte que vous soyez plus maître de vous-même, en pleine possession de vos moyens, que vous fassiez les choses. N'hésitez pas à nous poser des questions, à faire les choses. On est là, tu sais ce que c'est, non? Va chercher bonheur. C'est ça, toi-même tu sais. Allez. Du marshmallow pour les gars de la Shadow. Prêt à te plier, si t'es pas préparé, attache-toi en nez vers un décollage vers l'infini. C'était Adoum. MNLK, on est là, non? Yes. La peur. Bon, c'est pas donné bizarre. Maîtrise-la. Technique de la terre brûlée comme stratégie. Vini Vidi Vinci, pas de schrouf, flip pour pharo ici. Mais une division avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit. Les gars de la Shadow opèrent dans le maquis. Combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur. Code rouge blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la Halo, combat égal défait égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la Halo, combat égal défait égal ciao.